et on appelle ça un islamisme politique. Bien, la politique et la religion dans ces pays n'étaient jamais séparées. Mais il y a toutes les variétés pour se reconstruire avec l'islam en affirmant des valeurs musulmanes. Il y a des islams et des islamismes tout à fait modérés qui prennent des valeurs de l'Occident, les choisissent et les incorporent. Et puis vous avez l'islamisme radical, celui qui supporte, si on peut dire, qui est derrière les actions violentes de Al-Qaïda. Donc voilà un immense échantillon de possibilités. Mais vous voyez que après l'indépendance, il y a une tâche formidable, c'est de construire une identité postcoloniale et d'affirmer son indépendance, pas seulement économique ou politique, mais culturelle. Donc j'ai pris cet exemple de l'islam parce que c'est très important et puis c'est aujourd'hui une confrontation à effet mondial, n'est-ce pas, à effet mondial. Mais ça veut dire aussi que l'Occident doit savoir qu'il faut négocier et dialoguer avec des partenaires, et si ces partenaires sont islamistes et qu'ils affirment leur religion, ils sont des partenaires. On n'a pas à choisir, si vous voulez, des partenaires qui seraient comme vous, car des partenaires comme nous, c'est pas ceux qui ont un soutien des masses ou des racines dans toutes ces populations. Et quand je pose une question là, à tout le monde, quand on voit l'Occident d'un côté proclamer tous les jours les droits de l'homme, et de l'autre côté traiter avec Kadhafi ou avec Boubarak, enfin des gens qui depuis 28 ans sont au pouvoir et qui n'accordent aucune liberté d'expression à leur société, quoi. La position de l'Occident devient ambiguë, et elle devient même critiquable. Les gens ne peuvent pas y croire, puisque d'un côté on soutient des régimes autoritaires, pour dire ça avec métaphore, des régimes autoritaires, et d'autre côté on proclame la liberté des gens et l'appel à la démocratie électorale et autres. C'est là un des grands problèmes des situations postcoloniales. Par exemple, l'Inde. L'Inde, avec Nehru et d'autres, a séparé, dans un pays qui était profondément religieux, divisé entre l'hindouisme comme religion et puis l'islam, hein, puisqu'il y a encore 120 millions au moins de musulmans dans l'Inde, mais l'Inde, par sa structure ancienne, acceptait que le politique, pour gérer le pouvoir, soit séparé et articulé aux religieux. Les brahmanes sont supérieurs aux kshatriyas et aux rajas, aux rois, sur le plan des rapports avec les esprits et les dieux, mais le raja, c'est lui qui a le pouvoir pour exercer son autorité politique sur la société. Donc, l'Inde pouvait accepter, avec un homme comme Nehru, que l'État ne proclame pas une religion officielle. C'est-à-dire ne proclame pas la religion hindoue comme la religion d'État. Et d'un certain point de vue, l'Inde se faisait écho, en devenant une grande démocratie, la plus grande démocratie, paraît-il, du monde, faisait écho aux démocraties occidentales où il y a séparation de la religion, des religions et de l'État. Il n'y a pas de religion d'État en France. Il y en a dans certains pays d'Occident, comme par exemple en Grèce, où l'orthodoxie, c'est la religion d'État, mais ça n'est pas, depuis la Révolution française et plus tard, ce n'est pas la loi générale. Ça n'est pas Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que
le problème de la colonisation, c'était un problème, c'était une situation de rapport de force et d'expropriation même de l'identité des gens. Et en France, vous avez eu des, des grands auteurs, Frantz Fanon et d'autres, qui très tôt, après la Deuxième Guerre mondiale, ont revendiqué pour les groupes, les groupes d'origine africaine, descendants d'esclaves, dans des territoires dits d'outre-mer, ils ont revendiqué une indépendance et ils ont proclamé la nécessaire reconstruction de leur identité sur la base, comme l'a dit Césaire, de la négritude. La négritude. Affirmer sa négritude en France, c'était un acte extrêmement important qui a été salué par Sartre et d'autres, mais qui n'a des effets que très tardifs et seulement maintenant. Donc c'est un peu ce panorama des différentes conjonctures qui sont les nôtres maintenant au XXIe siècle, pour discuter de ce que fut la colonisation. Pas seulement, bien sûr, des luttes d'indépendance conduites par des élites comme Nehru et d'autres, mais aussi comme l'ont tenté des intellectuels et des chercheurs de l'Inde et d'autres pays, retrouver des luttes qui avaient été menées contre le colonisateur, mais pas par les élites, mais par les gens des campagnes, ce qu'on appelle les subaltern studies, les gens qui étaient subordonnés dans les États colonisés, qui menaient leur lutte à leur manière, sous forme religieuse ou autre, et qui ont contribué aussi à la décolonisation, bien que leur voix à l'époque ne s'exprimait pas au niveau des élites qui menaient les luttes pour l'indépendance. Donc voilà, la situation postcoloniale, c'est aussi maintenant une situation qui oblige à faire les bilans de 3 à 4 siècles. Et pas seulement voir l'histoire mondiale du point de vue de la domination de l'Occident depuis le XVIe siècle, quoi, on peut dire 1492, arriver dans le Nouveau Monde. Mais aussi les impérialismes, ils sont plus anciens et ils ne sont pas seulement le propre de l'Occident. Donc le phénomène doit être pensé dans toute sa globalité, dans la mesure où il constitue une composante de l'histoire mondiale. Pas partout dans toutes les parties du monde, mais dans des lieux qui ont beaucoup impulsé des phénomènes de civilisation majeurs. Donc je ne sais pas comment conclure cette intervention là pour vous rejoindre tous. Je ne sais pas non plus comment vous allez discuter de ces thèmes, et si vous les discutez, vous n'êtes pas obligé d'aller en écho de ce que je viens de dire. Mais bon, je vais recevoir les communications. Héraclio Bonilla m'a promis que tout ce qui serait imprimé me serait envoyé par email ou autrement. Donc je pourrais au moins être avec vous, non seulement le premier jour, mais peut-être après le colloque, parce que je lirai les textes, et semble-t-il, mais je vais enfin pouvoir honorer ma promesse et aller l'année prochaine
en Colombie et peut-être au Pérou également pour dialoguer avec vous, faire quelques conférences et continuer le travail de l'anthropologue. Donc le travail de l'anthropologue, c'est un travail de terrain. On est immergé pendant des mois et peut-être des années. Ça ne peut pas non plus fonctionner sans l'apport de l'histoire et des historiens. On ne peut pas comprendre le chiisme, le sunnisme, etc. si on ne prend pas un recul de l'histoire, si on ne connaît pas les conditions et les raisons de l'apparition du chiisme par rapport au sunnisme. On ne peut pas donc comprendre les attitudes de millions de gens dans des régions du monde comme le Moyen-Orient. Donc vous voyez qu'on ne peut pas travailler comme anthropologue sans travailler avec les historiens. Et les historiens ont peut-être besoin aussi des anthropologues dans la mesure où on travaille avec des gens vivants qui sont là, qui peuvent répondre à vos questions, dont on peut observer et essayer de comprendre le comportement. Les historiens ont beaucoup de questions. Les morts ne répondent pas à toutes les questions qu'on leur pose. Nous, les anthropologues et sociologues, bien sûr, on est dans l'histoire qui se fait. On doit donc travailler avec ceux qui la font. Je vous remercie et je vous salue.